Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Honda CBR 600 RR Hands-Free de 2008. Allez, c'est parti. Les amis, on se retrouve de nouveau pour le test d'une sportive de chez Honda. Et ça, bien sûr, grâce à l'un de mes abonnés. Merci à lui d'avoir fait quand même pas mal de route afin de me ramener ce petit bolide. D'ailleurs les amis, pour les plus anciens sur la chaîne, ceux qui ont vu mes tout premiers tests moto, vous devez vous souvenir que j'avais déjà testé à l'époque la CBR 600 RR, mais lorsque je l'ai testé, j'avais pas encore mon protocole actuel, je l'avais testé en plein milieu de Rouen. Merci encore à mon abonné qui m'avait fait confiance dans les tout débuts de ma chaîne. Aujourd'hui donc, je reteste un modèle assez proche, mais en plus, vous voyez que celui que je teste aujourd'hui, modèle 2008, mais en finition édition limitée Hands-Free. Bon, c'est pas forcément une édition limitée très populaire. D'ailleurs, je pense que parmi vous, vous êtes assez peu nombreux à vous souvenir de cette version. Et surtout, comme moi, vous devez totalement ignorer qu'est-ce que c'est que cette marque Hands-Free. D'ailleurs, je suis même pas certain de bien le prononcer. Donc j'ai fait quelques recherches et visiblement il s'agit d'une marque de télé taïwanaise qui sponsorisait à l'époque les courses moto en superbike. Et d'ailleurs à l'époque on a un Français qui a gagné ce championnat à plusieurs reprises, Sébastien Charpentier. Et c'est en hommage à ces victoires que Honda a développé cette édition limitée Hands-Free avec, vous voyez, ce coloris blanc et jaune fluo. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'au niveau de l'esthétique, actuellement, il y a quelques petites entorses. Il y a des logos qui ont été rajoutés, par exemple ceux qui sont sur les bas de carénage. Normalement, il n'y a pas toutes ces marques, on a logiquement uniquement le logo Honda en bas du carénage, sur la partie noire. Bon, pour revenir un peu plus sur la technique, cette CBR 600 RR, comme toutes les sportives de l'époque, est bien sûr motorisée par un 4 cylindres en ligne. Celui-ci est à injection et refroidissement liquide et il développe 120 chevaux dans sa version full. Mais aujourd'hui, il s'agit d'une version française. Elle n'est pas équipée de l'ABS, donc elle est légalement bridée à 106 et n'est pas débridable. Seules les motos équipées de l'ABS sont légalement débridables, je le rappelle. Donc aujourd'hui, il faudra se contenter de 106 chevaux. Par contre, la moto est très légère, même comparée à nos standards actuels. Elle est donnée pour 185 kg, et ça, c'est pas le poids vide, hein, c'est le poids tout plein fait, donc avec 18 litres de carburant. C'est vraiment pas mal. Bon, sinon, vous pouvez voir que la moto est globalement dans sa configuration d'origine. Il y a eu assez peu de modifications, du moins au niveau technique. On a juste quelques accessoires qui ont été rajoutés afin de protéger la moto. Vous voyez qu'il y a des protections sur les carters, on a des protections sur les axes de roue et on a aussi une protection en carbone sur le bras oscillant. Et dernier point pour l'esthétique, les clignotants ont été remplacés par des modèles un peu plus petits. Bon, maintenant les amis, on arrive dans le dur. Je commence comme d'habitude par une partie en centre-ville et clairement avec ce genre de bolide, c'est pas facile. J'ai une position extrêmement penchée vers l'avant, j'ai la nuque relevée au maximum. C'est pas forcément très agréable à basse vitesse, alors que la moto en elle-même se déplace assez bien. C'est juste la position de mon corps sur la machine qui fait que c'est une souffrance. Elle est vraiment très radicale dans sa position, même si il semblerait que ce n'était pas la plus radicale dans ce segment à l'époque. Donc on a bien sûr des guidons bracelets qui sont pris en dessous du tête de fourche. Le réservoir est un peu creusé, on peut bien mettre nos jambes dedans. En plus, vous voyez que le propriétaire a rajouté quelques tampons pour que les jambes ne glissent pas trop. La selle est haute et en plus, les repose-pieds sont très hauts et très vers l'arrière. Donc on est vraiment sur une position de sportive, on n'est pas là pour se balader. Les phases à basse vitesse, c'est faisable, mais il faudra limiter ça dans le temps, sinon vous allez avoir très vite mal au dos et un peu mal partout en fait. Bon, bien qu'on ait
position assez radicale, on peut prendre les infos assez facilement. On a déjà pour ça les deux rétros qui sont pris sur le carénage et ils sont suffisamment sur l'extérieur. On voit ce qui se passe derrière nous. On a environ un quart de chaque miroir qui est pris par nos bras, ce qui n'est pas trop mal pour une sportive. Et si nécessaire, je peux tourner la tête pour vérifier ce qui se passe dans mes angles morts. Mais si je veux vraiment me retourner totalement, je suis obligé d'au moins lâcher le guidon afin de vérifier ce qui se passe au-dessus de mon épaule. Ça, c'est un problème récurrent avec les machines qui imposent une position aussi radicale, aussi basculée. Pour revenir sur les parties techniques, vous voyez que cette moto a encore l'échappement d'origine. Celui-ci est dissimulé sous la selle passager. Personnellement, au niveau de l'esthétique, c'est ce que je préfère. Et la sonorité, pour l'instant, est tout à fait standard. C'est-à-dire qu'on entend bien le moteur, on entend que c'est un 4 cylindres, ça prend un peu les tours. C'est pas une sonorité exubérante. On verra ce que ça donne en montant un peu plus haut dans les tours tout à l'heure. Et de toute façon, vous voyez que ça va forcément hurler un peu vu que la zone rouge commence à 15 000. Bon, par contre, une bonne surprise quand même, si vous devez l'utiliser un minimum en ville, ce moteur est très souple. Vous voyez que depuis tout à l'heure, j'évolue entre 50 et 60 et je suis déjà en 6e. Et le moteur fonctionne très bien, hein. Je peux même reprendre sans problème à bas régime. Bon, ici je sors de l'agglomération, je suis en 3, j'accélère un bon coup. On entend la mécanique, mais clairement, à bas régime, hein, c'est pas la folie. Ça reste une 600. Faut pas oublier qu'avec ce genre de moteur, le couple est très haut perché. Sur la version full, le couple est annoncé à son maximum à 11 000 tours. Une autre petite modification dont j'avais oublié de vous parler, vous voyez que devant moi la bulle a été remplacée par un modèle un peu plus fumé. Par contre, elle a la même taille que d'origine, elle est extrêmement courte. Donc franchement, pour l'instant, je me sens pas vraiment protégé. Vous voyez qu'il y a aussi un petit creux dans le réservoir afin de pouvoir coller carrément le casque dans celui-ci et laisser votre tête dans le prolongement de la bulle afin vraiment d'avoir une position aérodynamique. Aujourd'hui, moi, de toute façon, c'est tout à fait impossible vu que j'ai la caméra sur le casque. Allez, ici, petit passage à basse vitesse. Le moteur est très très souple, pas brutal du tout, ça se manœuvre très bien. La seule difficulté, bien sûr, c'est l'ergonomie de cette sportive, hein, qui est quand même relativement radicale. Les pneumatiques, eux, ont une taille parfaitement standard, hein. C'est du 17 pouces en 120 à l'avant et 180 à l'arrière. Bon les amis, me voilà ici comme d'habitude pour tester l'accélération. Je rappelle donc qu'elle est donnée pour 106 chevaux aujourd'hui, 120 lorsqu'elle est en débridé. Elle pèse 185 kg. Il n'y a pas d'aide électronique sur ce modèle, hein. C'est juste une moto classique avec un moteur à injection, mais il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas d'aide électronique. C'est une moto relativement simple, à l'ancienne dirons-nous. On va voir ce que ça donne. La plupart du temps, les sportives en 4 cylindres arrivent à 100 km/h en deuxième. Là, c'est un moteur qui prend un peu des tours. Je ne sais pas comment est étagée la démultiplication. On va voir ça. Et bien sûr, il n'y a pas de shifter non plus. Allez, c'est parti. Première accélération. Let's go. Bon, la première est très très longue. Et finalement, ce moteur, quand on commence à monter dans les tours, il a vraiment de la patate et il a même un peu de couple. On a presque l'impression d'avoir une cylindrée légèrement supérieure. Alors que quand on reste à bas régime, c'est l'inverse. On a presque l'impression d'avoir une cylindrée inférieure. Enfin là, ça marchait déjà très bien. J'ai été un peu surpris par contre de la position. Parce qu'en fait, quand j'accélère fort, j'ai mes fesses qui se reculent un petit peu, la selle a tendance à glisser, alors qu'aujourd'hui, en plus, le propriétaire a rajouté un truc par-dessus pour justement éviter de glisser. Donc ça implique que là, quand je vais refaire le test, je vais essayer de me mettre un peu plus loin
afin d'être mieux bloqué et de mieux pouvoir maximiser l'accélération. Maintenant qu'on est ici, on va faire un test demi-tour. Vous voyez que du haut de mon 1m70 m, moi j'ai les deux pieds qui touchent, mais je ne peux pas les mettre à plat. Je tourne, donc l'angle de braquage est ridicule. Voyons si maintenant ça me permet d'avoir un rayon de braquage suffisant. Non, vous voyez là, c'est énorme. Hein. Je vais totalement sortir. Bon, je sais que la plupart d'entre vous vont me dire « Ouais, mais c'est pas réaliste parce que tu te penches pas ». Je rappelle qu'il s'agit d'un test. Ce test est là pour vérifier la différence entre chaque modèle, donc je le fais de la même façon avec toutes les motos. Je ne suis pas là pour simuler une situation réelle où vous auriez comme un sauvage à faire un demi-tour de professionnel. Enfin, on est reparti pour une test d'accélération et après bien sûr je vais tester le freinage. Donc c'est reparti, j'essaie de me mettre un peu plus loin sur la selle. Let's go. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Maintenant, frein arrière, ça freine très peu. Frein avant, lui, la dinguerie. Le frein avant, on y touche à peine, on est bloqué sur place. Franchement, c'est surprenant. À l'avant, vous voyez que c'est des freins de chez Tokiko, alors qu'à l'arrière, par contre, c'est un frein de chez Nissin. Et là, vraiment, on sent que le frein arrière, il est là vraiment pour, je vais pas dire la décoration, mais pour les phases où on veut ça ralentir à très très faible vitesse. Par exemple, comme je vais faire pour m'arrêter à ce stop, là, je touche pas au frein avant, uniquement au frein arrière. Ça me permet de garder la moto assez stable. Là c'est utile, mais sur route c'est pas très performant le frein arrière. Allez, on continue. J'allais dire que je reste en mode sport, mais il n'y a pas de mode de sport, c'est le mode sport permanent sur ces motos à l'ancienne. Et c'est justement ce qu'on aime. Ah, le frein avant il est un peu brutal, hein. D'ailleurs, vous voyez que le levier de frein est réglable sur 6 positions. Et malheureusement, en fonction de votre réglage, ça change aussi le ressenti. Là, je l'ai mis au plus loin parce que c'est là où c'est le plus brutal. C'est comme ça que j'aime bien que ça freine. Le levier d'embrayage, lui, malheureusement, par contre, n'est pas réglable. Allez, dans ce rond-point, ça se penche tout seul. Ça incite instantanément à sortir un peu la jambe. Je réaccélère fort. Ouais, c'est vraiment sympa ce moteur. Hein. Et finalement, même en restant à mi-régime, voire bas régime, on a déjà suffisamment de performance. C'est juste que ça manque de sensation dans cette plage d'utilisation. Mais en termes d'efficacité, on retrouve, comment dire, les autres véhicules très rapidement. On a déjà presque trop de puissance. Mais c'est vrai que si vous voulez des vraies sensations, là, il faut le monter dans les tours, le moteur. Au niveau des commandos, c'est une sportive, donc ils ont réduit les commandes au minimum. Sur la gauche, on a bien sûr ce qui gère l'éclairage. On a un bouton pour les feux de détresse, et ça, c'est plutôt pas mal. On a les clignotants et le klaxon. Ce sont tous des boutons assez petits. Sur la droite, démarreur, coupe-circuit. Et de nouveau, ce sont des boutons assez petits. Et personnellement, j'aimerais beaucoup que les motos actuelles de chez Honda conservent des boutons de ce genre. Ce serait bien mieux, bien plus petit. Le tableau de bord est divisé en plusieurs parties. On a tout d'abord un gros contour en plein milieu, gradué jusqu'à 17 000. Et c'est un contour à aiguille. À côté, on a une jauge à carburant qui est numérique, ainsi qu'un écran à cristaux liquides vous donnant votre vitesse, le kilométrage. On peut avoir les tripes, il y a une horloge et la température de liquide de refroidissement. Malheureusement, pas de témoin de rapport engagé, ni de conso instantanée ni moyenne. C'est un petit peu dommage. Allez, ici on freine, et ouais, j'ai essayé de freiner que de l'arrière, de 50 à l'arrêt, ça freine vraiment pas beaucoup. Bon, maintenant on va revérifier la souplesse de ce moteur, donc je passe tous mes rapports.
4, 5 et 6. Donc je suis à 6 entre 25 et 30. Et franchement, il n'y a rien à dire. C'est impeccable. Là, vous voyez que je réaccélère, même si je réaccélère fort. Aucun soubresaut, ça broute pas, ça vibre pas, ça reprend juste instantanément. Même bien sûr si les performances sont pas dingues, vu qu'on est à bas régime. Franchement, c'est rassurant, c'est efficace. Donc vu que c'est une machine un peu ancienne, il n'y a pas de shifter, hein, je l'ai déjà très certainement dit. On a une boîte à 6 rapports et celle-ci verrouille très bien. Il n'y a aucun problème avec la boîte de vitesse. Là vous voyez que je fais des petits changements de direction. Ça passe, hein, c'est plutôt efficace. Mais c'est vrai que je pense pas que la monte de pneus sur cette moto soit la plus adaptée pour la rendre vive. Actuellement on a des Michelin Road 5 parce que le propriétaire m'expliquait rouler tous les jours avec et que ce sont d'excellents pneus sous la pluie. Par contre je pense pas que ce soit les meilleurs pneus pour un usage vraiment sport. Alors on continue sur le même tracé, donc on arrive forcément sur les quelques dodanes. Je suis à 25 km/h et c'est extrêmement raide. Comme on pouvait s'y attendre d'une sportive, hein. Là c'est radical. À l'avant vous voyez qu'on a une fourche inversée totalement réglable. À l'arrière on a un amortisseur qui lui aussi est réglable et il est assez dissimulé. On voit pas grand chose de l'amortisseur arrière. Allez, de nouveau je prends un dodane, je suis à 30. Ouais, c'est vraiment ferme, mais c'est normal. C'est ce qu'on attend d'une machine de ce genre. Maintenant les amis, nous arrivons dans une succession de virages. Je vais essayer de rester un peu dans les tours, mais il faut que je sois méfiant. Il a plu, il y a très peu de temps, vous voyez qu'il y a de l'humidité un peu partout. Là déjà en deuxième, ça a une patate les amis, et je suis déjà au-delà des limites. Faudrait presque rester en première en fait. La première est super longue en fait. Et de nouveau, hein, ça incite vraiment à sortir le genou. Alors que moi, vous savez, hein, je suis pas un pilote, mais cette machine, elle est tellement facile que ça vous transforme un peu en pilote. Et le freinage est vraiment bien. Ah, c'est quand même compliqué hein, d'utiliser ce moteur jusqu'à 15 000. Faut trouver les lieux adaptés pour ça. Hein. Parce que là, j'étais qu'en deuxième. Hein. Allez, on va essayer de monter cette première. Ça hurle juste comme j'aime. Oh là là. Même avec l'échappement d'origine, quand on reste au régime, le bruit est repérable à des kilomètres, j'en suis certain. Là, je vous assure les amis que je me force à rester en première afin d'avoir tout ce moteur à exploiter. Mais je me doute qu'avec une conduite pareille, la consommation va très rapidement augmenter et devenir même gargantuesque. Bon, de nouveau, on suit le même protocole, donc j'arrive maintenant sur l'autoroute. Je me doute que cette machine a largement les perfs. Allez, je redescends d'un rapport pour faire gueuler un peu et j'accélère. Quand on dépasse les 8-9 000, on ressent un gain de puissance. Malheureusement, les autres se traînent un peu. Non, c'est moi qui vais trop vite en fait. Allez, je me colle en 6. Donc en 6, à un peu plus de 100, je suis à 6000 tours. Je vais essayer de faire un test de reprise pendant que c'est encore faisable. Là, je suis à 100 km/h, j'accélère à fond. Vous voyez que ça reprend déjà pas trop mal. Mais on est loin des capacités max du moteur.
Malheureusement, toujours des travaux ici, donc impossible de vous montrer les réelles capacités de la machine. Le problème quand on est à régime stabilisé pendant longtemps comme ça, c'est que rapidement on a envie de se redresser, mais le guidon est tellement bas que c'est compliqué. Allez, sortons de l'autoroute. Malheureusement, ça n'aura pas été très utile pour le test. Pour revenir sur l'esthétique, vous voyez que cette moto a un double optique. Et d'ailleurs, il y en a une qui s'allume uniquement pour le feu de route. Ce sont encore des optiques à ampoule halogène. Les clignotants par contre eux, ont été remplacés, que ce soit devant ou derrière. Allez, une dernière accel. Je me calme. Allez, revenons à un régime un peu plus usuel. Non, c'est franchement trop fun. Après, le problème, c'est que malheureusement, une machine avec un tempérament de ce genre, c'est très compliqué à utiliser à son plein potentiel sans se retrouver totalement hors la loi. Mais c'est vraiment fun, hein. Même dans cette version bridée à 106 chevaux, franchement, ça manque pas de perf, hein. Encore un petit rond-point. De nouveau, ça se bascule vraiment super facilement. Prise d'info pas si compliquée que ça. Ah, une bonne bécane, hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas testé une sportive comme ça. Bon, maintenant qu'on a vu que sur route c'était une dinguerie, parlons des aspects pratiques. Comme on peut s'y attendre sur une sportive, ça va être rapide. Vous pouvez démonter la selle passager et en dessous de celle-ci, vous avez de quoi mettre un gilet jaune et c'est à peu près tout. C'est vraiment ridiculement petit. Également, si vous souhaitez rouler avec un passager, la moto est homologuée de place, il y a une selle passager, il y a des repose-pieds. Mais franchement, quand on voit la différence de hauteur entre les deux selles et aussi la hauteur des repose-pieds pour le passager, la personne derrière vous sera clairement pas à son aise sur cette machine. Sur ce modèle, la consommation est bien sûr très variable en fonction de votre façon de rouler. En moyenne, on est à 6 litres au 100, ce qui semble tout à fait normal pour une moto de cette cylindrée. Donc finalement les amis, que retenir de cette CBR 600RR 2008 Hannspree? Bon, déjà la finition Hannspree, je rappelle que c'est purement esthétique, ça n'apporte absolument rien à la moto au niveau technique. C'est la même que celle du même millésime. Après, est-ce que cette CBR, est-ce que c'est encore fun? Est-ce que c'est une dinguerie? Bah, vous l'avez vu, hein, oui. Moi j'adore cette moto. Elle est jolie, elle est plutôt facile, elle a une patate de dingue. Après, bien sûr, si je dois comparer avec d'autres sportifs de la même époque, est-ce que c'est la meilleure? Je suis pas sûr. Peut-être que j'irai plus vers un Ninja 636, qui a un petit peu plus de couple. J'ai jamais eu l'occasion de tester un R6, par contre, là je peux pas vous dire. Enfin, néanmoins, même si on la compare à ses rivales de l'époque, ça reste une bonne moto. Et en plus, vous voyez que c'est fiable, car celle-ci, aujourd'hui, a près de 70 000 km, et elle fonctionne parfaitement bien, hein. Pas le moindre problème à l'horizon. Actuellement, sur le marché de l'occasion, un modèle Hannspree édition limitée comme j'ai actuellement, ça vaut environ 5-6 000 euros. Tout dépend du kilométrage et si elle est encore 100% d'origine, ça a une valeur plus importante sur une édition limitée. Mais donc c'est un modèle qui se trouve maintenant pour pas trop cher. Et c'est surtout une très bonne affaire si vous la comparez avec la CBR 600RR 2024 qui elle coûte un peu moins de 12 000 et techniquement elles sont très proches ces deux motos. De mémoire c'est exactement le même moteur, la même puissance. Bien sûr sur la nouvelle vous allez avoir un nouvel écran, des aides électroniques, l'ABS et tout ce genre de raffinement moderne.
Mais sinon, techniquement, c'est quasiment la même machine. Donc franchement, si vous désirez une sportive de chez Honda fiable, bah vous pouvez prendre un CBR 600 RR d'occasion sans problème. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de ce modèle. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Et à l'inverse, si vous avez des informations à rajouter, vous pouvez également bien sûr utiliser l'espace commentaire pour ça. On se fera un plaisir de vous lire et d'en apprendre plus sur cette machine. Je tiens encore à remercier le propriétaire de cette sportive d'avoir fait pas mal de routes pour me la ramener. C'est super sympa de sa part. Ça me permet de vous rappeler que l'ensemble des tests sur ma chaîne sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui, vous disposez d'un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien je vous invite à prendre contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Et je rappelle également que mon lieu de tournage se situe en Normandie, pas très loin de Rouen. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de partager celle-ci sur les différents réseaux sociaux et abonnez-vous, vu que vous êtes près de 70% encore à regarder mes vidéos sans vous abonner. Abonnez-vous, faites-moi plaisir et on se retrouvera très bientôt dès la publication du prochain test. Et à tous. Je serais maintenant vraiment très curieux de pouvoir tester la version 2024 de cette moto qui, je le redis, semble vraiment très proche techniquement. Est-ce que les raffinements technologiques modernes valent vraiment le coup sur une moto de ce genre? Je serais curieux de le découvrir.